Bien, bonjour. L'objet de cette séance est d'étudier un bilan de masse ou bien de matière à travers l'exemple de l'altération d'un granit. Alors, on sait que les granites constituent des objets fragiles avec beaucoup de fracturations, des diaclases, comme on peut voir ici, de différentes directions. Et ces diaclases-là ont pour effet de permettre les circulations des eaux de surface, des eaux de pluie, les eaux météoriques d'une manière générale. Alors, les minéraux les plus fragiles, tels que les mica et les feldspaths, sont hydrolysés, et ça donne donc naissance à un sable grossier qui va venir se déposer au niveau justement de ces joints aux diaclases et qui va former l'arène granitique. Alors, en allant du bas vers le sol, qui incarne le maximum d'altération, eh bien, on a une évolution progressive du degré d'altération des niveaux où le granit est frais jusqu'à la surface. Alors, un schéma de cette altération est montré ici. On a les blocs de granit frais et qui vont, au fur et à mesure qu'on va vers la surface topographique, eh bien, l'arène prend de l'ampleur, augmente de manière substantielle jusqu'à former un sol totalement différent du bloc frais incarné par les granites. Alors, l'objet donc de cette séance est de pouvoir donc suivre cette altération du faciès frais jusqu'au sol en passant par des niveaux intermédiaires. Alors, donc, les différentes zones sont analysées. Alors, dans un premier temps, on a dosé l'alumine dans le granit frais jusqu'au sol. Et puis, on a calculé la répartition des phases minérales dans chaque zone altérée. D'abord du granit frais jusqu'au sol en passant par les zones altérées. Alors qu'en phase, nous avons le quartz, le feldspath potassique, le plagioclase, les biotites, la kaolinite. Et là, on a la somme totale de ces phases minérales qui sont comptabilisées. Alors, elles sont comptabilisées sur le plan volumique, c'est-à-dire on fait un comptage des sections minces pour répertorier l'occupation de cet espace par ces phases-là. Alors, on s'aperçoit que, par exemple, en allant du granit fin vers le sol, eh bien, le total ne fait pas 100. Alors, ces diminutions-là, bien sûr, déterminent le degré de porosité de la roche. Plus l'altération augmente, plus la porosité augmente. Bien, autre information que nous avons sur ces zones d'altération pour pouvoir établir ce bilan de masse, c'est la composition chimique. C'est-à-dire, dans chaque zone, en partant du granit frais jusqu'au sol, on a dosé la variation des éléments majeurs, notamment les alcalins, potassium, sodium, le calcium, le magnésium, le fer, et bien sûr, les teneurs en eau. La silice que nous avons ici, c'est une silice dite hors quartz, c'est-à-dire c'est la silice combinée avec les silicates d'alumine. Bien. Alors, pour justement déterminer ce bilan de masse, on va répondre à un certain nombre de questions qui vont nous permettre d'appréhender les mécanismes d'altération et les marqueurs de cette altération. Alors, à travers justement les variations de concentration en aluminium, l'évolution minéralogique en fonction de l'alumine pour pouvoir établir le bilan des minéraux du granit depuis la roche saine vers le sol finalement formé, l'origine de la kaolinite parce qu'en regardant la répartition minéralogique ici, on s'aperçoit que la kaolinite qui était absente dans le granit frais parce que ce n'est pas une phase endogène, eh bien, avec l'altération, elle passe à 66%. Donc, elle occupe avec le quartz l'essentiel de l'arène granitique. Bien, l'évolution de la composition chimique, est-ce qu'elle est cohérente avec l'évolution minéralogique, partant du fait que les minéraux recèlent bien sûr les éléments chimiques, et les éléments chimiques ont pour effet de construire les réseaux minéraux. Voilà, donc on va essayer de répondre à ces questions-là pour pouvoir se faire une idée
du bilan de matière en fonction du degré d'altération. Alors, première question, quelle signification peut-on donner aux variations des concentrations en aluminium? Alors, ici, je reprends la zonation établie du granit frais jusqu'au sol pour situer un peu les différentes compositions en alumine que nous avons sur ce tableau. Le granit frais, ici, est à 14,5% d'alumine. Le sol, qui est le degré d'altération maximum, eh bien, il y a 26,0% d'alumine, en passant par un contenu intermédiaire de la zone altérée 1 à la zone altérée 4. Mais toujours est-il que la quantité d'alumine augmente en allant du granit frais vers le sol. Sur ce graphique-là, ça permet de visualiser l'évolution de l'alumine en partant donc du granit frais au sol. Là, vous avez les différentes zones et là, vous avez la quantité d'alumine. On s'aperçoit que cette quantité-là augmente. Il est de 14,15, 14,50 jusqu'à 26 dans le sol final. Bien, alors, pourquoi on a cette augmentation de la teneur en alumine? Eh bien, pour la bonne raison que l'essentiel de l'aluminium est peu soluble. Il est peu soluble et donc il est réincorporé dans les minéraux secondaires qui se forment, comme la kaolinite. La kaolinite, c'est un silicate d'aluminium. Et donc, cet aluminium qui est peu soluble, qui est résiduel, va bien sûr se combiner avec la silice pour construire la kaolinite. Donc, il demeure sur place, tandis que d'autres éléments disparaissent, comme les alcalins, par exemple, certains alcalinotéreux, etc. Et il en résulte une perte de masse puisque vous avez tous les alcalins qui sont lessivés, le calcium, le magnésium qui sont également lessivés. Alors, d'où un accroissement relatif de pourcentage pondéral en aluminium. L'aluminium, il n'y a pas eu un ajout d'aluminium dans la roche, mais la concentration d'aluminium a augmenté de par le départ des autres éléments. Donc, c'est une concentration relative. Par conséquent, la teneur en aluminium, élément résiduel caractéristique, peut être utilisée comme un indice de degré d'altération, puisqu'il est là, il est stable, et sa teneur augmente au fur et à mesure du degré de lessivage. Plus le degré de lessivage est important, plus la quantité d'aluminium sera importante, parce que sa concentration relativement aux autres éléments qui ont été lessivés va augmenter. Donc, les concentrations en aluminium augmentent depuis la roche-mère saine vers les niveaux où l'altération est de plus en plus poussée. La question 2, construire un diagramme montrant l'évolution minéralogique en fonction de l'aluminium. Quel est le bilan des minéraux de granit depuis la roche saine vers le sol finalement formé? Alors, je reprends ici tout le schéma pour l'avoir toujours en arrière-plan. Là, nous avons donc la composition minéralogique de la zone fraîche, du granit frais, vers la zone altérée. Et puis, dans le graphique ici, on va visualiser ces variations-là en fonction du degré d'altération. Donc ici, le degré d'altération va avec une augmentation de l'alumine. Donc, en fonction de ce degré d'altération, on voit apparaître la kaolinite qui n'était pas présente dans le granit frais, mais qui atteint les 66% dans le sol. Alors, de la même manière, on a les feldspaths, là je place ici, et le feldspath potassique qui disparaissent. La biotite également, qui disparaît dès le premier temps. Et nous avons le quartz qui va se maintenir en position presque constante. Alors, le quartz, par exemple, son abondance ne montre pas de tendance nette, comme on peut le constater ici. Voilà. Il augmente un petit palier, puis on retrouve sur un même niveau pratiquement, ce qui implique la quasi-constance de la somme des autres minéraux et de la matière dissoute. S'il est maintenu constant, c'est par rapport aux autres phases dissoutes.
ou qui se sont maintenus. Alors, il a un comportement résiduel qui résulte de sa faible solubilité. Les feldspaths, par contre, ils sont éliminés. Alors, le plagioclase est éliminé avant le feldspath potassique, parce qu'on voit ici qu'au moment où le plagioclase baisse, le feldspath observe une légère augmentation. Une légère augmentation, c'est aussi relatif par rapport à la masse dissoute. Donc, sont éliminés les feldspaths plus rapidement que pour les plagioclases que pour les feldspaths potassiques. Les biotiques ici en noir, eh bien les mica noirs qui concentrent le fer, ils sont éliminés dès les premiers stades. D'où vient la kaolinite? Alors, c'est un minéral donc secondaire qui est évidemment absent des roches endogènes. On ne le trouve pas dans le granit primaire. Il se développe à la suite des altérations, de l'altération des feldspaths, suivant la réaction suivante. Ici, on a pris l'exemple de l'albite. Donc, vous avez le feldspath sodique, l'albite, et on peut mettre aussi le feldspath potassique, avec une solution aquocarbonée, d'accord? De cette altération-là va naître la kaolinite, qui est un silicate d'aluminium hydraté, comme on peut le voir à travers la formule structurale du minéral. Et tout le reste, ici, on a la solution, et dans la solution, on a le sodium. Le sodium, il est lessivé dans la solution aquocarbonée et qui est aussi riche en acide silicique, H2 et CO4. Donc, l'eau météorique a lessivé le feldspath, ici, sodique, l'albite, pour former de la kaolinite et bien sûr, lessiver les éléments dissous en solution. Pourquoi la composition minéralogique des zones altérées ne boucle-t-elle pas à 100%? Alors, dans le diagramme, ou bien dans le tableau de composition minéralogique, on s'aperçoit que la somme des minéraux a tendance à baisser du granit frais où il occupe 100% jusqu'au sol où, eh bien, ça n'atteint que 91%. Alors, j'ai parlé dans un premier temps de la porosité parce que les zones altérées sont des zones poreuses et donc le volume, il y a un volume disponible, d'accord, inoccupé à cause du processus d'altération. Alors, c'est parce que donc de la matière a été perdue en solution et que les concentrations sont reportées sur une base volumétrique. C'est-à-dire que ces teneurs-là qui sont calculées en minéraux, ce sont des teneurs en proportion modale volumique. C'est-à-dire on réalise des espèces de lames minces et dans ces lames minces-là, on comptabilise la quantité ou bien l'espace occupé par les phases minérales. S'il y a de la porosité, eh bien la porosité n'est pas comptabilisée en tant que phase minérale. Par exemple, dans la zone altérée que nous avons ici, eh bien, on a 3% de volume qui est inoccupé. Qui est inoccupé. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si on a 3% de porosité. Là, la porosité, elle est à 98%. La somme totale est à 98%, c'est comme si on a 2% de porosité, là 6%, là 7% et là 9% de porosité. L'évolution de la composition chimique est-elle cohérente avec l'évolution minéralogique? Alors, dans le diagramme que nous avons ici, que nous avons vu tout à l'heure, nous avons reporté l'évolution des compositions minéralogiques en fonction du degré d'altération qui est représenté ici par la teneur en alumine. À côté, nous avons l'évolution des compositions chimiques
en fonction du degré d'altération ici, de la même manière, incarné par la teneur en alumine. Bien, alors, pour essayer de voir est-ce que cette évolution des compositions minéralogiques est cohérente avec la composition chimique, eh bien, il faut regarder les éléments caractéristiques. Par exemple, le potassium, c'est un élément que l'on trouve d'une manière générale en grande quantité dans le feldspath potassique, mais également dans la biotite. Le magnésium, on le trouve uniquement ici dans les biotites avec le fer. Le calcium, on le trouve dans les plagioclastes. Bien. Et alors l'eau, bien sûr, est mesurée en tant que perte de feu, perte au feu, en tant que perte au feu dans chaque faciès. Plus la quantité d'eau est élevée, plus le degré d'altération est important. D'ailleurs, on le voit ici, la teneur en eau augmente avec le degré d'altération ici représenté par les teneurs en alumine. Bien. Alors, on va essayer d'examiner par exemple le cas du potassium. Alors, le potassium, il baisse d'une manière substantielle. D'abord, il augmente légèrement, on a un pic pour signifier qu'il y a une légère augmentation, puis au-delà de ce petit pic, eh bien, de cette inflexion-là, on a une baisse très abrupte. Alors, c'est ce que nous avons ici, c'est-à-dire l'évolution chimique du potassium, eh bien, il mime l'évolution minéralogique de FK. Donc, l'évolution chimique est cohérente avec l'évolution minéralogique. Et il faut chercher des éléments qui sont caractéristiques, c'est-à-dire pour essayer de comparer le chimisme avec la minéralogie, je vais par exemple ici ne considérer que le potassium, parce que le potassium, c'est un élément qui est caractéristique de FK. Je ne vais pas prendre le silicium ni l'aluminium, parce que le silicium est partagé entre les différentes phases, puisque ce sont des silicates d'alumine. Comme l'aluminium aussi, on peut le voir aussi bien dans les feldspaths que dans les micas. Donc ce n'est pas un élément discriminant par rapport aux phases minérales. Pour essayer de comparer les deux, il faut opérer des comparaisons partant d'éléments les plus discriminants. Le calcium, par exemple, en l'occurrence, est incorporé par les plagioclastes. Donc je vois que le CaO, eh bien, il accuse une perte assez rapide, d'accord? Assez rapide, similaire à ce qu'on voit ici sur l'évolution minéralogique du plagioclaste. Et comme c'est le seul minéral qui incorpore le calcium dans l'exemple précis, eh bien, l'évolution du calcium eh bien, est très cohérente avec celle du plagioclaste. Autre chose, on voit qu'au moment où le CaO baisse d'une manière très abrupte, eh bien, à ce moment-là, le CaO augmente. Alors, de la même manière que nous avons ici, l'altération de plagioclase, eh bien, elle est en baisse, alors que dans les premiers temps, alors que comparativement, eh bien, les teneurs en FK augmentent. Alors, ces teneurs augmentent, c'est par rapport au bilan de masse. Ils augmentent parce qu'il y a perte de plagioclase. Et comme les plagioclases et les feldspaths, ici, plagioclase, c'est une albite, c'est un feldspath sodique. Donc, c'est à peu près le même contenu chimique. Dans les deux, nous avons du silicium et de l'aluminium. La différence réside uniquement au niveau de la quantité de potassium qui est
très abondante dans le FK qu'il ne l'est dans le plagioclase albitique et aussi dans les albites où on a de fortes teneurs en sodium que ce que l'on peut trouver dans le feldspath potassique. Donc c'est intéressant de voir par exemple que les plagioclases s'altèrent plus rapidement que les FK. Et ça, c'est une donnée qui est visualisée à travers l'évolution aussi bien minéralogique que chimique. Quand je vois le fer, il est incorporé de la même manière que le magnésium par les biotites. Donc ce sont les éléments discriminants de la phase mica, biotite. Or, le magnésium ici, il baisse, un petit plateau, puis il baisse d'une manière relativement, je dirais, modérée, alors que le FK, lui, il accuse une augmentation. On peut s'apercevoir ici que les teneurs pratiquement passent de 1 à 3. C'est comme si ces teneurs ont triplement augmenté. Alors, si le F2O3 augmente alors que la biotite est hydrolysée et dissoute, ça veut dire que le fer de O3, comme l'aluminium, est plus ou moins résiduel. Hein? C'est-à-dire que le F2O3 reste sur place. Et donc ces teneurs augmentent de la même manière que l'aluminium. Donc fer et aluminium qui ont un comportement résiduel vont traduire tous les deux le degré d'altération, sachant que l'aluminium est plus résiduel que le fer. Mais de toutes les manières, les deux vont traduire ce degré d'altération, puisqu'ils restent sur place et leur teneur va augmenter par rapport au bilan de masse global. Alors, l'eau, bien sûr, on va voir les teneurs en eau dans les faciès les plus altérées, où le maximum de circulation est là, d'accord? Et l'eau est dosée en tant que perte au feu dans le sol. Où est-ce que nous allons trouver de l'eau? Eh bien, quelle est la phase qui est la plus dominante dans le sol? Je vais revenir au diagramme de composition minéralogique. Eh bien, c'est la kaolinite. La kaolinite avec le quartz, il compose l'essentiel du sol. Comme la kaolinite, c'est une argile, donc c'est un silicate d'aluminium hydraté, les teneurs en eau dans 100 grammes par exemple de kaolinite peuvent atteindre 12 grammes, donc 12%. Donc c'est une teneur tout à fait considérable. C'est ce qui justifie les teneurs en eau très importantes dans le sol. Alors, donc au cours du développement de l'altération, on voit disparaître les alcalins, potassium, sodium, CaMg, et diminuer la silice combinée, ce qui est cohérent avec la réaction de formation de la kaolinite que nous venons de voir tout à l'heure. La quasi-totalité des alcalins et une partie de cette silice ont été évacués du site, ont été évacués en solution, au profit des eaux de drainage. Les concentrations en fer croissent d'un facteur pratiquement de 3. Cet élément résiduel reste donc sur place comme l'aluminium, son augmentation n'est que relative. Donc le bilan de masse, c'est une appréciation de la répartition des éléments chimiques par rapport au degré d'altération. Ça nous permet de voir quels sont les éléments qui sont restés sur place, quels sont les éléments qui ont été lessivés, et comme ça, on peut évaluer la quantité et même la charge de matière qui a été évacuée d'une manière quantitative. Mais pour cela,
il faut utiliser une démarche qui se base sur des équations de bilan de masse pour évaluer quantitativement ces variations-là. Merci et bon courage.